Aujourd'hui, j'ai envie de vous avouer un truc, j'ai un gros défaut, je suis très têtu. Je suis même totalement obstiné, et certains pourraient dire légèrement obsessionnel. Hier matin, j'ai cassé mon fidèle moulin à café, sans qui je ne peux pas passer une bonne journée. Donc, par la force des choses, j'ai dû me rabattre sur du café moulu qui me restait, et j'en ai profité pour regarder des idées de préparation, comme ça, juste pour le délire. Ce confinement est beaucoup trop long et commence à m'attaquer le cerveau. Et je suis tombé sur ceci. Alors j'ai testé, parce que faut bien l'avouer, c'est extrêmement appétissant. Regardez cette mousse. Mais aussi parce que quelque chose m'intriguait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais comment ils font pour faire une mousse aussi parfaite? Vous n'imaginez pas à quel point ça me rend fou depuis hier. Donc aujourd'hui, je vais mener l'enquête, je vais essayer de comprendre comment ce Dalgona Coffee est possible. J'espère y arriver avant la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler cuisine et science. Commençons par poser les bases, comme dirait Orelsan, ce que vous voyez là, au-dessus, c'est ce qu'on appelle une mousse, c'est-à-dire une matière continue, condensée, dans laquelle on a réussi à emprisonner du gaz, ici de l'oxygène. Sans être totalement identique, ça s'apparente à une émulsion qui est un mélange entre deux liquides qui d'ordinaire ne se mélangent pas. Des émulsions en cuisine, on en connaît plein, la vinaigrette, la mayonnaise, qui à chaque fois sont des mélanges entre de l'eau et de l'huile. Ok, voilà pour la définition, mais précisément comment ça fonctionne une émulsion et une mousse. Et là on va passer en cuisine parce qu'il n'y a pas de raison que tout internet fasse des Dalgona Coffee et que moi j'en fasse pas. Pour cette recette, on va avoir besoin de café soluble, de sucre et d'eau chaude. On ajoute aussi plus tard du lait et des glaçons, mais c'est pas véritablement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le café et le sucre se sont dissous dans l'eau, maintenant on va pouvoir fouetter tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est dense, c'est épais, c'est aussi très soyeux, c'est presque brillant. La matière a au moins doublé de volume, ça veut dire qu'on a réussi à incorporer énormément de petites bulles d'air. Et si je penche ma cuillère comme ça, regardez, ça a l'air de tenir, Ce truc est fascinant. Ok, revenons un petit peu sur ce qui vient de se passer. En utilisant le batteur électrique, on a introduit du mouvement, on a brassé le mélange, donc on a fait pénétrer l'air de la cuisine dans le mélange eau, café, sucre. Mais tout ça, ça suffit pas pour créer une émulsion. Ce qui se passe en réalité à l'intérieur, c'est que les bulles d'air, ou les gouttelettes d'huile si vous faites une mayonnaise, elles s'agitent sous l'effet du batteur, elles bougent dans le mélange. Et quand deux gouttelettes se rencontrent, elles vont avoir tendance à fusionner pour créer une gouttelette plus grosse, afin de réduire l'énergie nécessaire pour se maintenir en tant que goutte dans le liquide. C'est ce qu'on appelle la coalescence. Dans le cas d'une mousse, c'est un petit peu différent, c'est pas véritablement les bulles qui se rapprochent, mais c'est plus l'eau qui coule entre chaque bulle et qui crée un léger film qui peut se rompre sous l'agitation du batteur, ce qui va faire fusionner spontanément les bulles d'air. C'est ce qui se passe notamment dans les bulles de savon. La coalescence est un mouvement continu, et au bout d'un moment, si on le laisse faire peinard, on va se retrouver à l'état initial. L'air dans l'air, et l'eau dans le saladier, ou si vous faites une mayonnaise, l'eau en dessous qui va former une goutte unique, et l'huile au-dessus qui va former une goutte unique aussi. Donc on va avoir besoin de quelque chose qui va stabiliser la mousse, c'est-à-dire qui va faire en sorte que l'air reste prisonnier du liquide, et c'est là qu'on introduit un nouvel acteur dans cette série à rebondissement, le tensioactif. Le tensioactif, c'est un élément qui va modifier la tension à la surface des bulles d'air ou des gouttelettes. Ce sont des molécules qui ont une extrémité hydrophobe et une extrémité hydrophile. L'extrémité hydrophobe, en cherchant à fuir les molécules d'eau, elle va se lier avec tout le reste, par exemple les gouttes d'huile. Et l'extrémité hydrophile, elle va justement chercher à se lier aux molécules d'eau. Le résultat de tout ça, c'est que ces forces d'attraction-répulsion qui s'exercent en continu, elles vont avoir tendance à stabiliser le mouvement. Le réseau de tensioactifs empêche donc les gouttelettes d'huile de Ah ouais, le verbe existe. Ok. Les tensioactifs en cuisine, on en connaît. Par exemple, dans la mayonnaise, c'est la lécithine qui est contenue dans le jaune d'œuf. Dans la meringue, ce sont les acides aminés des protéines qui sont contenues dans le blanc d'œuf. Donc, quel est le de tensioactif ici? Eh ben, je sais pas, et c'est ce qui m'énerve. Au début, je pensais que c'était le sucre. Mais il se trouve que non. Quand on commence à battre des œufs en neige, on réussit à créer la mousse rien qu'en battant les blancs, et on ajoute le sucre après. Le sucre, en fait, il vient stabiliser la mousse, il vient la fixer, faire en sorte qu'elle soit plus ferme, qu'elle dure plus longtemps, mais il ne la crée pas. C'est exactement comme la goutte de citron qu'on ajoute dans la mayonnaise. On peut faire une mayonnaise sans citron et une meringue sans sucre, mais les deux seront moins fermes et auront tendance à se désagréger avec le temps.
Attends, je vais quand même essayer de faire une mousse avec que de l'eau et du sucre. Bon bah ça marche pas. Ce qui voudrait donc dire que c'est le café. Je vais quand même regarder la liste des ingrédients. D'accord, donc pas de liste d'ingrédients du tout en fait. Donc impossible de savoir si c'est par exemple un additif qu'ils auraient ajouté et qui jouerait le rôle de tensioactif, ou si c'est un composé qui est présent naturellement dans le café. Et bah on a bien avancé sa mère. Bon, cette mousse elle me rappelle quand même une autre mousse. Peut-être qu'il y a des similitudes entre la mousse de l'expresso et la mousse du Dalgona Coffee, et pour ça je vais devoir faire quelques petites recherches. Et j'ai parcouru de nombreux articles scientifiques pendant plusieurs heures, et je me suis rendu compte d'ailleurs que la mousse de l'expresso et la façon de l'optimiser, c'est un sujet qui passionne les chercheurs depuis plus de 20 ans. En même temps, quand on imagine les enjeux financiers qu'il y a derrière, c'est beaucoup moins étonnant qu'on trouve de quoi la financer. Sans toujours tout comprendre des articles, j'ai quand même trouvé quelques réponses. Dans le café infusé, il n'y a pas que de la caféine, on trouve aussi un tout petit peu de protéines, quelques traces d'huile, notamment si on les extrait via la méthode de l'expresso, et un grand nombre de polysaccharides qui sont des macromolécules complexes de sucre. Et là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Protéine veut dire acide aminé, donc on retombe sur le schéma de fonctionnement des œufs en neige que l'on sait expliquer aujourd'hui. L'huile joue aussi un rôle dans la stabilisation du mélange eau-air de la mousse, puisqu'en cherchant à éviter les molécules d'eau, elles vont se lier aux bulles d'air, elles vont les entourer et donc à empêcher les bulles de former des bulles plus grosses. Et les polysaccharides, donc les sucres, ils vont subir, après la torréfaction, une transformation. Ils vont se combiner avec certains acides aminés, donc peut-être ceux des protéines, pour former des mélanoïdines. Et ce sont peut-être ces mélanoïdines qui vont former des superacides aminés avec une extrémité hydrophobe et une extrémité hydrophile. Il est donc possible que chacune de ces explications se renforce et que chacun d'entre eux joue le rôle de tensioactif qui permet de stabiliser la mousse. Je commence à comprendre un peu mieux, mais il y a quand même quelques zones d'ombre. Du coup, je vais enfoncer un petit peu ma casquette. Si vous regardez la mousse d'un expresso, on peut la récupérer à la cuillère, elle couvre les lèvres, mais elle est quand même moins dense que la mousse du Dalgona Coffee. Alors comment expliquer la mousse particulière de ce truc? Et ben là, on va regarder directement comment le café soluble est produit. Pour faire ces petites granules, les fabricants ont infusé des centaines de milliers d'hectolitres dans des cafetières aussi grosses que mon seum quand j'ai pété mon moulin à café. Le café est ensuite séché très vite selon différentes techniques de sorte à ce que toute l'eau s'évapore et qu'il ne reste plus que la matière solide qu'on explose ensuite en granules. Ce qui veut donc dire que dans cette petite granule de café, il y a une énorme concentration de composés de café sans eau. Il y a donc aussi, forcément, une forte concentration de tensioactifs, et ce d'autant plus qu'on a mis que 2 cuillères pour faire le Dalgona Coffee, puisque de toute façon on le boit avec du lait. J'ai pas de machine à expresso pour faire le test, mais d'autres l'ont fait pour moi, ça marche, mais comme la concentration de composés de café est moins importante que dans le café soluble, elle est moins dense et elle a tendance à s'écrouler plus vite. Et on en vient à un point qui a plus à voir avec la recette en elle-même. Si vous vous souvenez, on a ajouté la même quantité d'eau et de sucre, et en plus, on a ajouté du café. En mélangeant les deux, enfin plutôt les trois, on a un liquide qui est extrêmement visqueux, l'eau n'est même pas majoritaire. Et la viscosité du mélange, elle a une propriété particulière, c'est qu'elle va réduire la vitesse à laquelle les films d'eau circulent entre les bulles. L'eau se draine beaucoup moins vite malgré la gravité, donc les bulles restent plus longtemps intactes. Et elles restent d'autant plus intactes qu'elles sont petites et de même taille que leurs voisines. Plus une bulle est petite et plus elle est forte, et les grosses bulles ont tendance à manger les petites et donc à mettre en péril la stabilité du mélange, toute analogie avec le capitalisme étant bien évidemment fortuite. C'est la raison pour laquelle dans cette recette on utilise un batteur ou un robot qui ont l'avantage de produire des mouvements réguliers et à forte vitesse sans se fatiguer, ce qui n'est pas votre cas même si vous êtes énorme et sec. Donc c'est peut-être aussi votre faute si votre Dalgona Coffee n'a pas l'air jojo. Je suis pas sûr de cette conclusion en fait. Voilà, j'ai enfin répondu, j'espère, à cette question qui m'obsédait. C'est un peu comme devoir chanter à tue-tête une chanson pour justement se la sortir de la tête. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, ne l'envoyez pas à vos profs de physique parce que j'ai peut-être dit de grosses bêtises. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!